Ce tutoriel constitue la seconde partie de la mise en œuvre du bus SPI sur la carte ESP32S3 T-Display LiLiGo. La première partie illustrait comment échanger sur ce bus avec un lecteur de micro SD card pour y stocker des mesures effectuées sur des capteurs de température, eux-mêmes communiquant sur les bus I2C et OneWire. Dans ce qui suit, nous allons voir comment associer d'autres capteurs de température qui ont la particularité de communiquer eux aussi sur le bus SPI. Ce qui va amener à se pencher plus précisément sur les signaux échangés sur ce bus et sur les fonctions logicielles à utiliser dans l'environnement Arduino. Nous avons vu précédemment qu'il est possible de disposer de 2 ports SPI pour échanger avec ses propres applications et qu'ils peuvent être configurés sur n'importe quelle broche d'entrée-sortie. C'est ce que l'on appelle le SPI multiple bus, dont un exemple de programmation est fourni dans l'IDE Arduino. Et dans l'absolu, le ESP32S3 ne manque pas d'entrée-sortie pour mettre en œuvre 2 bus distincts. Mais dans le cas spécifique de la carte T-Display, le connecteur du GPIO ne donne accès qu'à une petite partie de ses entrées-sorties. Et si, comme c'est souvent le cas, sur une même application, on a besoin de mettre en œuvre le bus SPI, le bus I2C, l'UART et éventuellement quelques entrées analogiques, et pourquoi pas aussi un bus OneWire, il est nécessaire de rationaliser l'utilisation de ces broches d'entrée-sortie. Autrement dit, faut pas gâcher. Et donc dans ce cas, l'objectif est de n'utiliser qu'un seul bus SPI pour plusieurs circuits, et de piloter les broches Chip Select, aussi appelées Slave Select, pour sélectionner le circuit spécifique que l'on veut utiliser à un moment donné. Mais nous verrons que faire cohabiter plusieurs circuits ayant des caractéristiques différentes sur un même bus peut être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, même si des bibliothèques dédiées sont à notre disposition. Au-delà des 4 signaux utilisés pour communiquer sur le bus SPI, les caractéristiques à prendre en compte sont également le mode de fonctionnement du bus. Ces modes sont au nombre de 4, numérotés de 0 à 3. Et ce qui les distingue, c'est d'une part le niveau de repos de l'horloge, haut ou bas, et d'autre part son front d'activation, sur lequel les données présentes sur le bus sont prises en compte. Front d'activation qui peut être soit montant, soit descendant. Côté microcontrôleur, tous sont capables de fonctionner dans les 4 modes. Mais les circuits qu'ils pilotent, que ce soit des capteurs, des mémoires ou autres, ne sont généralement compatibles qu'avec un ou 2 de ces 4 modes. Donc si 2 circuits esclaves qui fonctionnent sur un même bus n'ont pas au moins un mode en commun, dans ce cas le microcontrôleur devra à chaque fois modifier son mode de fonctionnement sur le bus pour l'adapter au circuit avec lequel il doit communiquer. Autre caractéristique, la vitesse de l'horloge de synchronisation. Là aussi, certains circuits fonctionnent plus vite que d'autres. Donc le microcontrôleur devra si nécessaire modifier la fréquence de la sortie SCLK pour s'adapter au circuit avec lequel il dialogue. Le paramètre qui peut également différer d'un circuit à l'autre, et ce, quoi qu'en disent certains documents, c'est le niveau d'activation de la broche Chip Select, aussi appelée Chip Enable ou Slave Select. Il n'est pas systématiquement actif à l'état bas, sur certains circuits, il l'est à l'état haut. C'est ce que nous allons voir dans l'un des exemples qui suit. Et là encore, c'est le microcontrôleur qui doit s'adapter au cas par cas. Concernant les fonctions logicielles proposées par la librairie SPI dans l'environnement Arduino, voici celles auxquelles nous aurons recours. Chronologiquement, Begin permet d'initialiser le bus en passant comme paramètre, si nécessaire, les broches utilisées. Pour rappel, c'est ce qui a été fait dans la première vidéo concernant le lecteur de SD card lorsqu'il a fallu spécifier les broches utilisées sur la carte T-Display LiLiGo. On voit aussi que par défaut, le bit Slave Select a un niveau d'inactivation à l'état haut. Pour configurer les caractéristiques de la transmission, il faut utiliser la fonction Begin Transaction. On nous précise bien qu'elle doit être appelée après la commande Begin. Et lors de l'appel de Begin Transaction, les paramètres spécifiés par MySettings vont permettre de définir la vitesse de transmission, la chronologie de transmission des données, et le mode de transmission 0, 1, 2 ou 3. Le niveau d'activation du chip select se fera lui par une commande classique sur bit de GPIO.
La fonction transfert permet d'échanger des données de façon bidirectionnelle et simultanée entre le microcontrôleur et le périphérique. La commande endTransaction doit se faire après un échange et après la désactivation du type select. La fermeture du bus SPI lui-même se fait par la commande end. À noter que si on relance la commande begin, sans passer de nouveaux numéros de broche, la désignation des broches restera la même que précédemment. Notez également qu'une nouvelle dénomination a vu le jour pour remplacer les termes master-slave par contrôleur périphéral. Donc progressivement, MISO et MOSI vont être remplacés par CIPO et COPI. Dans la vidéo précédente, le seul composant compatible SPI mis en œuvre, qui va également être au cœur de ce qui va suivre, est une micro SD card. Elle a pu être mise en service quasiment sans se préoccuper du protocole de communication, en partant d'un sketch Arduino installé par défaut avec les cartes ESP32 et grâce aux librairies FS et SD. Intéressons-nous tout de même aux caractéristiques de cette communication. Pour cela, nous allons passer en revue 3 méthodes possibles, histoire de varier les plaisirs et de recouper les informations. Première méthode, des recherches sur Internet et tant qu'à faire sur le site d'un fabricant électronique permettant de trouver l'information selon laquelle ces cartes SD peuvent communiquer en SPI en mode 0. Autre méthode, explorer les fichiers sources des librairies utilisées, pas avec la prétention de tout comprendre, mais plutôt pour y glaner des informations, et plus particulièrement dans ces deux-là. Dans celui-ci, on voit que la valeur numérique de la variable frequency est de 4 MHz. Et dans celui-là, on trouve la fonction beginTransaction paramétrée par la variable frequency avec le MSB en premier et le mode 0. Information importante à relever, on peut voir l'utilisation de fonctions de la librairie SPI d'origine. Donc il sera possible de prendre la main sur le bus de la SD card pour le mettre en service ou hors service à volonté. Plus haut dans le fichier, une méthode appelée SDDSelectCard met le signal slaveSelect à l'état haut. Et la méthode CDSelectCard fait passer ce même signal momentanément à l'état bas. Donc on en déduit que le niveau d'activation est l'état bas. Troisième méthode proposée, partir du fichier SDTest, déjà mis en œuvre précédemment, et faire une boucle infinie avec la partie du programme qui récupère les caractéristiques de la SD card. Après programmation et mise en place d'un analyseur logique, voici le type de signaux que l'on capture. On peut déjà vérifier que les données circulent lorsque le chip select est à 0. Si on zoome sur une valeur un peu caractéristique, on peut identifier l'octet transmis avec le bit de poids fort en premier. Et on observe que l'acquisition de ces bits qui a lieu au milieu des niveaux logiques se fait sur un front montant, avec une horloge qui au repos est à l'état bas, ce qui est conforme au SPI mode 0. Si on mesure la fréquence moyenne du signal d'horloge, c'est bien 4 MHz. Passons à l'association de deux circuits sur un même bus SPI. Dans un premier temps, l'objectif est d'enregistrer sur une SD card des mesures de température provenant d'un TC72. Ce capteur n'existe pas en version traversante, et je ne suis pas sûr qu'il en existe un breakout pour effectuer des essais. Donc ça passe par le câblage du composant sur un support de test. Un petit survol de ses caractéristiques. Il peut fonctionner sous 3,3 V et 5 V. Communique bien sûr en SPI. Il peut fonctionner jusqu'à 7,5 MHz. La sélection du boîtier se fait sur un niveau logique haut, ce qui est assez rare, mais il faudra faire avec. Le capteur intègre un convertisseur analogique numérique sur 10 bits. La mesure est délivrée en complément à 2, avec 1 bit pour le signe, 7 bits pour la partie entière
et 2 bits pour la partie décimale. On a donc une résolution d'1/4 de degré. 2 mots de 8 bits sont nécessaires pour récupérer la totalité de la mesure. Concernant les modes SPI possibles, acquisition sur front descendant avec horloge au repos à l'état bas, donc mode 1. Et acquisition sur front montant avec horloge au repos à l'état haut, donc mode 3. Dans le précédent tutoriel, le lecteur de carte microSD a été mis en œuvre à partir de ces 4 broches. Nous allons garder ces mêmes broches de GPIO pour le TC72, sauf pour le chip select. Ce qui donne le câblage rapide suivant. Voici un exemple de programme. On définit sa fréquence d'horloge, 5 MHz en l'occurrence, ça aurait pu être une autre valeur. On initialise la broche du chip select, tout en invalidant le fonctionnement du circuit avec un niveau bas. Cette partie concerne l'initialisation de l'afficheur de la carte T-Display. Puis toujours dans la partie initialisation, a lieu une séquence de programmation du TC72, avec l'ouverture du bus et la définition des broches. Les paramètres de la communication, la validation du chip select, le transfert de données pour initialiser le registre de contrôle, comme dans cet extrait de documentation, la validation du chip select une fois les échanges terminés, et la fin de la transaction. À noter qu'on pourrait fermer le bus SPI, mais comme seul le capteur est connecté dessus, on peut aussi le laisser en service. Dans la boucle principale, on vient chaque seconde effectuer une récupération de la mesure et son affichage sur l'écran. Dans cet exemple, je n'ai récupéré que la partie entière de la mesure de température. On peut programmer et tester. Et effectuer une capture de trame. Dans le logiciel, on sélectionne le mode SPI numéro 1. L'activation du chip select sur un niveau haut. On observe que l'horloge a une période de 200 nanosecondes, ce qui correspond bien à une fréquence de 5 MHz. Les signaux sont conformes au programme et au protocole. La température lors de la capture était de 22,5 degrés. Si on souhaite récupérer les mesures de température du TC72 et les enregistrer dans la SD card, en utilisant un même bus SPI, les deux mises en œuvre précédentes mettent en évidence plusieurs différences de configuration. Conclusion, il va falloir ouvrir et fermer une liaison SPI spécifique pour chaque accès, avec pilotage individuel de la broche chip select concernée. Voici le schéma de câblage rapide correspondant. Ainsi qu'un programme possible de pilotage des deux composants. On y retrouve les déclarations des librairies utilisées dans les deux précédents programmes, les fonctions qui permettent de gérer l'écriture sur la SD card. Dans la partie Setup, on retrouve l'initialisation de l'écran, de la liaison série, des bits de GPIO des deux circuits, tout en les rendant inactifs avec des niveaux différents, la mise en service de la SPI pour la SD card, avec test de celle-ci et création d'un fichier d'enregistrement des mesures, fermeture du bus, et réouverture pour le TC72 que l'on initialise, puis fermeture du bus. Dans la boucle infinie, on alterne mesure de température, transmission série et affichage de cette mesure, ajout de la nouvelle mesure dans le fichier de la SD card, et temporisation d'1 seconde. Passons à l'illustration de la mise en œuvre. Et à la récupération des résultats.
On pourrait penser que la méthode est acquise et transposable à tous les circuits, et aux librairies qui les accompagnent. Il y a cependant des cas particuliers. Prenons, pour ce dernier exemple, la mise en œuvre d'une sonde PT100 associée à un convertisseur analogique numérique dédié, le MAX 31865. Un breakout de ce circuit a été développé par l'entreprise Adafruit. Il est proposé avec une librairie Arduino que l'on peut installer dans l'environnement en quelques clics. Un sketch est fourni en exemple. Il suffit de configurer les broches utilisées pour le bus SPI. Le programme est prévu pour donner le résultat des mesures sur le moniteur série. On peut facilement ajouter l'affichage sur l'écran de la carte T-Display. Et ensuite, rapidement câbler un montage tel que celui-ci, puis tester, et ça fonctionne très bien. Là où les choses vont se complexifier, c'est si, comme dans notre cas, on souhaite stocker les mesures sur une SD card disposée sur le même bus que le capteur. Deux choses sont à noter. Lorsqu'on installe la librairie Adafruit, on nous demande d'installer des dépendances liées aux entrées-sorties sur le bus. Et lorsqu'ensuite on configure le bus, la syntaxe n'est pas la même qu'avec la librairie SPI Arduino. Si on explore un peu les librairies créées par Adafruit, les méthodes de configuration et d'utilisation du bus passent par des classes intermédiaires. Autrement dit, même si au bout du bout on retrouve du SPI.h, il va être compliqué d'alterner les accès au même bus pour l'une puis l'autre des applications. Donc il m'a fallu analyser les librairies Adafruit et les transposer à minima pour en faire une version compatible avec les librairies SPI. Et pouvoir obtenir une mesure sur le MAX 31865 plus PT100 et le stockage sur microSD card. À noter que lors des échanges avec le MAX 31865, des délais allant jusqu'à quelques dizaines de millisecondes sont nécessaires pour que le circuit puisse faire les acquisitions et les conversions. Et j'ai constaté que lors de ces délais, il faut désactiver le chip select pour que le bus fonctionne correctement.